d'État américain. Et l'opération Projet Liberté, qui visait à escorter des navires dans le détroit d'Ormuz, est suspendue, a dit Trump. Washington maintient néanmoins son blocus des ports iraniens. L'Iran, de son côté, contrôle le détroit d'Ormuz et Israël a lancé une opération dans le sud de Beyrouth. La trêve est donc fragile, mais les négociations se poursuivent entre les États-Unis et l'Iran via le Pakistan. En tout cas, c'est ce que dit le Pakistan sur un mémorandum. Et Washington attendrait d'ailleurs la réponse de Téhéran. La France déploie son porte-avions Charles de Gaulle en direction du golfe d'Aden et se tient prête à agir dans le détroit d'Ormuz. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mission bâtie avec le Royaume-Uni pour fédérer une cinquantaine de pays qui veulent débloquer le passage. La guerre en Iran est-elle finalement un échec pour Donald Trump et que dit-elle du leadership américain dans le monde? Pourquoi déployer ce porte-avions Charles de Gaulle en direction du golfe d'Aden? Et puis quelles leçons finalement tirer de cette guerre pour l'Iran et les pays du Golfe, pour Israël ou encore pour l'Europe? Un nouveau Moyen-Orient émerge-t-il? On va poser ces questions à mes invités. Fouad Kourielou est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur de L'Orient le Jour, auteur de Le Liban, état de survie, et c'est aux éditions Max Milo. En face de vous, le général Jean-Paul Paloméros, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Richard Verly est avec nous ce soir. Bonsoir Richard. Bonsoir Stéphanie. Correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Vous avez beaucoup écrit, là, ces derniers temps d'ailleurs, sur l'Iran et votre livre, Cette Amérique qui nous déteste, c'est aux éditions Mevi Kata. Bienvenue à vous. L'opération Epic Fury, je vous le disais, est donc terminée. C'est en tout cas ce que dit Marco Rubio. L'opération Projet Liberté est-elle suspendue alors que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, avait dit que l'objectif était d'escorter les navires justement dans le détroit d'Ormuz? On va écouter Donald Trump. C'était donc le 6 mai, à deux moments différents de la journée. On l'écoute. Nous sommes engagés dans ce que j'appelle une escarmouche, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une escarmouche. Et nous en sortons incroyablement bien, comme au Venezuela où la situation a été réglée en une seule journée. Nous obtenons des résultats tout aussi bons, voire meilleurs en Iran. Il faut maintenant obtenir ce qu'on a à obtenir. Si on n'y arrive pas, il faudra aller beaucoup plus loin. Cela dit, ils veulent conclure un accord. On a des discussions très constructives ces dernières 24 heures. Et il est fort possible qu'on parvienne à un accord. Richard Verly, accord. Trump dit que voilà, l'opération Fury, en tout cas Marco Rubio dit, est terminée. L'opération Freedom aussi. Finalement, cette guerre, est-ce qu'il a gagné, Trump, ou au contraire, est-ce que c'est un échec pour le président américain? Alors écoutez, ce qu'il faudra, c'est juger sur pièce lorsqu'on aura le contenu de l'éventuel accord de principe entre les États-Unis et l'Iran. On sait qu'il y a un document qui circule de part et d'autre, qu'il aurait 14 points, qu'il fera au final une seule page. Et pourquoi je dis accord de principe? C'est parce que ce sera le début des négociations. Un accord cadre, hein, une sorte d'accord cadre. Oui, attendons de voir. Le point important pour Trump, et pour répondre à votre question, il y aura victoire, ou en tout cas il pourra le vendre comme une victoire, si quelque part il y avait marqué en gras sur la page: ces concessions iraniennes sur le nucléaire sont plus importantes que celles faites à Obama en 2015. Parce que c'est ça en réalité le curseur aujourd'hui. Pour le reste, militairement, on ne peut pas dire que l'Amérique a gagné, puisqu'elle n'est pas arrivée ni à faire plier le régime encore, ni à le renverser. Et deuxièmement, le détroit d'Ormuz, Trump voulait mettre en place un barrage filtrant, blocus des navires à destination de l'Iran, on laisse passer les autres, il n'a pas réussi. Donc je dirais que tout va dépendre du point de négociation où il arrive, et a priori, si on en croit la Maison-Blanche, on devrait le savoir dans les prochaines heures. Donc peut-être une victoire tout de même iranien de 25 000 €. Est-ce que la guerre asymétrique, finalement, ne fait pas de la première puissance mondiale tout sauf un vainqueur? Non, mais pour moi, c'est chronique d'une cacophonie inachevée, si vous voulez. L'inverse de la symphonie inachevée. Chaque mouvement de cette symphonie, qui est devenue une cacophonie, ne se termine pas, si vous voulez. Donc, il y a une première phase. On se dit qu'il va y avoir une campagne aérienne très lourde, très longue, parce que c'est comme ça qu'une campagne aérienne aboutit à quelques résultats. Encore a-t-il fallu que les objectifs soient très clairs. Mais même en admettant que l'objectif était de monter une pression telle qu'à un moment ou à un autre, le régime chancelle, il tombe peut-être pas, mais il chancelle, raté. Arrêt trop brutal,
sans résultat significatif. Et ça, on le mesure maintenant parce que ça commence à remonter. Le retour d'expérience des frappes, elles n'ont pas été aussi efficaces que ça. Mais d'autant plus que quand le cessez-le-feu a Vous voulez été... dire pour vaincre le régime ou sur les infrastructures Pour affaiblir très sensiblement l'Iran. Bien sûr qu'on ne reçoit pas des tonnes et des tonnes de bombes sur la tête sans s'affaiblir. Mais le régime est résilient. Le détroit d'Ormuz, qui était ouvert avant le début de cette opération, eh bien, s'est fermé comme une huître et maintenant, personne n'a la clé pour le démonter. Les pays arabes qui étaient censés protéger les États-Unis, en fait, se sont montrés très faibles, très fragiles. Ça veut dire que tous les feux sont passés à l'orange, voire au rouge, sans que rien ne soit obtenu. Et je dois avouer que je ne suis pas optimiste sur l'aboutissement de ces négociations. Il faut se souvenir quand même du temps qu'ont pris les négociations pour le JPCO, le fameux... c'était des semaines, et c'est normal, parce que on ne fait pas ça à la légère, si vous voulez. Ce dont j'ai peur, vous voyez, c'est que Donald Trump, et j'en ai même pas peur, j'en suis à peu près persuadé, Donald Trump va nous laisser cette partie du monde, on en reparlera, dans un chaos parfait, et il nous dira ensuite, écoutez, c'est plus mes oignons, moi j'ai à peu près obtenu ce que je voulais. Évidemment, il a déjà dit qu'il avait vaincu. Donc moi je considère qu'on est dans une phase très dangereuse, où on mesure que le poids d'un homme, quand il est président des États-Unis, pèse sur l'avenir du monde, ou en tout cas une partie de l'avenir du monde. Donc c'est plutôt un échec pour lui, il est temps d'y réfléchir. Je pense que le fait qu'on envoie le porte-avions, par exemple, c'est plutôt un signe qu'on se rend bien compte que ça ne se passe pas très bien et qu'il vaut mieux être présent. On va en reparler. Il vaut mieux être présent au bon moment, au bon endroit. Mais oui, pour moi, c'est un échec. Fouad Kourielou, pour vous, c'est un échec ou pas? Cette Amérique impériale, finalement, défendue par Trump, est-elle si puissante que cela? Je crois que nous entrons malheureusement dans un nouveau statu quo au Moyen-Orient, mais avec une modification quand même des rapports de force, parce que si on veut essayer de donner un peu de cohérence à ce qui s'est produit, alors les États-Unis ont essayé d'atteindre les 3 objectifs qu'ils s'étaient fixés, le nucléaire, les balistiques et les milices alliées à l'Iran, non pas par la négociation, mais par la force, en essayant d'imposer un rapport de force. Et donc ils ne sont pas arrivés à 100% et ils n'y parviendront pas. Mais ce qu'ils essaient de faire, c'est d'arriver à un certain niveau et puis de consacrer cela. Donc, ce qui veut dire que l'objectif annoncé par Trump initialement, qui était de faire sauter le régime, ça, c'était, avant tout un effet d'annonce. Et ensuite, si c'est un objectif, ça va être un objectif de très long terme. Là encore, aujourd'hui, et dans les derniers jours, il y a des sanctions qui tombent sur le régime iranien et sur ses membres. Au-delà de ça, donc, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est qu'on a repoussé l'Iran dans ses frontières, ce qu'il ne veut pas, évidemment, et on essaie de l'y contraindre, de le contraindre à rester là-bas. Ça donne quoi? Ça donne probablement, alors l'avenir le dira, mais probablement une nouvelle politique des axes au Moyen-Orient. Vous avez un axe clair qu'on voit très bien, Arabie Saoudite, Turquie, Pakistan, avec l'Égypte. Et en face de ça, vous avez une montée israélienne qui essaie de profiter au maximum du balancement des rapports de force, avec une alliance avec certains pays de la région, comme les Émirats, lesquels ont été l'objet d'une frappe iranienne récemment. Et donc vous ne parleriez pas de chaos, mais plutôt d'un Moyen-Orient qui se redessine. Un essai de retrouver d'autres rapports de force, mais au sein desquels il y aurait, je pense, l'Iran va continuer d'être cerné pendant un moment, parce qu'on l'a sorti du Moyen-Orient. L'ayatollah Khamenei disait il y a 2 ou 3 ans, nous contrôlons 4 capitales arabes, ça c'est terminé au envoi de lettres, mais à partir de là, on peut pas. Alors le problème que les Américains ont avec l'Iran, il est simple. Soit ils reconnaissent leur défaite et ils se retirent, et ça va toucher à leur statut mondial, donc ils ne peuvent pas l'accepter. Soit ils vont aller jusqu'au bout du travail, ils vont frapper l'Iran avec beaucoup plus de force, ça va provoquer l'effondrement du pays, et ça, ni les Saoudiens, ni les Turcs, ni les Pakistanais ne le veulent, parce qu'ils vont être touchés directement. Ils pourraient aller jusqu'à faire que l'Iran s'effondre, alors que là, ils ont tout de même... La solution, c'est si on ne veut ni une retraite honteuse, ni provoquer l'effondrement du pays, c'est gérer un nouveau statu quo. Ils auraient les moyens, en général, les Américains, de faire s'effondrer ce pays où là... C'est pas démontré. Sans intervention des troupes au sol, c'est vraiment pas démontré. Les Iraniens se sont très bien préparés, ce pouvoir a montré sa résilience, et par des frappes aériennes, et
je suis aviateur, j'aurais plutôt naturellement tendance à penser que ça marche bien. Sauf que d'abord, il faut avoir de la constance, ce que n'a pas Donald Trump. Il faut du temps, laisser le temps au temps. C'est au moment où ça commençait à faiblir qu'il a arrêté. Il a décrété un cessez-le-feu quasiment univoque. Au moment où il avait d'ailleurs renforcé les troupes sur place. Il faudrait vraiment une pression permanente les Iraniens ont encore des cartes en main, et en particulier la menace permanente sur les pays du Golfe, qui font que ça me paraît difficile. Et puis les États-Unis, ils ont tout de même aussi des pressions, Richard. D'abord, la base américaine, et pas seulement la base MAGA, parce que je voyais dans les derniers sondages, 60% de la population américaine est toujours opposée à ce conflit. C'est quand même assez énorme. Et puis il y a un coût. Ce qui sort dans le Wall Street Journal aujourd'hui, c'est que ça serait près de 3 fois plus élevé comme coût pour les États-Unis que les 25 milliards affichés par le Pentagone. Donc ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, avec tout de même... je dirais 3 nuances en ce qui concerne les États-Unis. Premièrement, si vous regardez bien toutes les enquêtes d'opinion, j'ai passé un moment à regarder, c'est assez facile sur Internet, il y a des sites qui regroupent tous les sondages américains. Le socle MAGA de Donald Trump lui reste fidèle. Le socle MAGA continue de penser qu'il peut gagner cette guerre, et la raison invoquée pour cette fidélité, c'est que l'Iran est vraiment le diable. L'Iran, c'est le pays contre lequel les États-Unis ont le droit de prendre une revanche après toutes les décennies d'humiliation. Ça n'a pas bougé. Le deuxième élément, c'est que le coût de la guerre, il est réel pour les États-Unis, mais c'est plutôt le coût de la crise économique aujourd'hui qui est important, parce que le coût de la guerre, c'est un coût en munitions, et pardonnez-moi de le dire, ça fait travailler les usines d'armement, et le complexe militaro-industriel ne le voit pas d'un mauvais œil. Et puis le troisième élément pour Donald Trump aux États-Unis, mais qui devient pressant maintenant, c'est le calendrier. Calendrier, on le sait, parce qu'il rencontre Xi Jinping, le président chinois, dans quelques jours, les 14 et 15 mai à Pékin, mais surtout le calendrier qu'il s'est lui-même fixé, à savoir les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Il veut être le quasi César, le nouvel Alexandre le Grand, avec un arc de triomphe. C'est difficile de défiler devant un arc de triomphe si vous êtes mis en échec militairement. Général, alors pas de victoire américaine, vous vous dites plutôt un échec pour Trump, mais pas une victoire de l'Iran non plus. La victoire pour l'Iran, c'est de ne pas avoir été vaincu. Si vous voulez, c'est une victoire parce que le régime ne s'est pas écroulé. Visiblement, il était assez bien organisé pour résister. Mais non, je crois qu'il y a, pour l'instant en tout cas, les Iraniens ont plutôt renforcé leur statut régional. Enfin, en tout cas, ils ont montré qu'ils étaient capables de tenir à distance grâce à une véritable dissuasion conventionnelle. Ces missiles balistiques, ça fait peur à tout le monde, et à nous y compris à terme. Donc, ils ont investi dans ces capacités qu'on peut qualifier de dissymétriques, mais elles ne sont visiblement plus dissymétriques, puisque tout le monde est en train de se dire mais c'est quand même vachement intéressant de lancer des essaims de drones, c'est vachement intéressant des drones marins, terrestres et autres. On peut robotiser en quelque sorte la guerre en prenant moins de risques. Et puis il y a tous ces missiles balistiques, évidemment, qui font peser une menace. Et je pense que le fait même, et vous avez parlé de Grand Satan et du rôle de l'Iran, ce qui est paradoxal, c'est qu'en 1991, il faut rappeler un petit peu d'histoire, on est partis tous, d'ailleurs, en croisade contre Saddam Hussein parce que c'était le Grand Satan. Et puis, en 2003, M. Bush est reparti en guerre contre Saddam Hussein parce que c'était le Grand Satan qui, soi-disant, possédait des armes de destruction. C'est une guerre contre lui. C'est ça le paradoxe. C'est que si vraiment on croit que l'Iran est le grand déstabilisateur de ce monde aujourd'hui, ou en tout cas d'une partie du monde, eh ben, il fallait se donner les moyens, tout simplement, de le faire, de ce qu'on avait fait en 1991. Ça paraît comme ça. Les Alliés n'ont pas été consultés, et puis de toute façon, ils n'avaient pas l'intention de le faire. C'est pas en ne consultant pas les Alliés qu'on va construire un plan cohérent, comme ça avait été le cas en 1991. Les négociations avec un accord cadre ou mémorandum, selon un petit peu les informations qui nous parviennent via le Pakistan. On va écouter Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, justement, qui en parlait. L'opération Epic Fury est terminée. Le président en a informé le Congrès. Cette phase est désormais close. Nous passons maintenant au projet Freedom. En ce qui concerne les négociations, je pense que le président a clairement indiqué qu'une partie du processus ne doit pas porter uniquement sur l'enrichissement, mais aussi sur ce qu'il adviendra de ces matières enfouies profondément quelque part, auxquelles les Iraniens auraient toujours accès s'ils décidaient un jour de les déterrer. Il faut aborder cette question.
Fouad Kourielou, pour vous, ce qui intéresse le plus les Américains, en tout cas quand on écoute le secrétaire d'État américain, ça reste le nucléaire ou est-ce que finalement c'est le détroit d'Ormuz qui a pris la première position dans les enjeux ? Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, au niveau de l'Iran, il ne faut quand même pas sous-estimer les pertes que le pays vient d'encaisser. On parle de 300 à 400 milliards